Merci beaucoup pour cette présentation. Je remercie aussi la Fondation des Amis de Jeudi Dimanche et également évidemment Citoyens et Justice pour la confiance qui m'est faite de venir partager avec vous quelques réflexions. Alors mon rôle, il est un peu particulier en effet au cours de cette journée parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions qui vous animent. Je ne suis pas un professionnel, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai travaillé dans le secteur social comme éducateur, puis comme formateur, chercheur, mais je n'ai jamais travaillé particulièrement dans l'aide sociale à l'enfance ou dans la PJJ. Et donc les questions dont vous êtes vous-même les spécialistes, c'est évidemment pas à moi qui vais vous apporter des recettes ou des solutions ou des idées là-dessus. Ce que je peux faire en tant que philosophe, parce que je suis également docteur en philosophie et que le social pour moi est un sujet de réflexion philosophique qui m'anime depuis longtemps, c'est vous amener quelques pistes de réflexion, quelques commentaires, quelques idées qui me viennent à partir des questions qui vous traversent. La question du risque partagé, par exemple, c'est évidemment là-dessus que je vais m'appliquer et m'appuyer à essayer de formuler quelques idées. Et c'est-à-dire de partir de la question de pourquoi on parle aujourd'hui de cette question de risque partagé. Pourquoi risque? Pourquoi partager? Est-ce qu'un risque d'ailleurs peut être partagé? Voilà des questions qui me paraissent tout à fait intéressantes. Cette question du risque, évidemment, je la mets en lien avec un phénomène qui me préoccupe, un phénomène qui nous préoccupe tous, qui nous touche tous, qui nous impacte tous, c'est la précarisation de la société. La question du risque et la montée de l'importance du risque et la montée de l'obsession sur le risque est le symptôme d'une société, mais également de secteurs professionnels, de pratiques professionnelles qui sont impactés par la question de la précarité. Notre société a profondément changé en 40 ans. Elle a profondément changé en 40 ans et du coup, les manières de vivre, les manières de penser, les manières de travailler, y compris dans le travail social, ont été profondément modifiées. La question du risque est devenue quelque chose qui nous accompagne quotidiennement et qui est venu complètement inverser des choses qui étaient dans l'ADN, je dirais même, de notre secteur éducatif et social. Je vais être un petit peu plus précis. Par exemple, toutes les institutions, auparavant, il y a une quarantaine d'années, et au moment où elles ont été créées, toutes les institutions avaient pour fonction de mettre à l'abri du risque. Or, aujourd'hui, vous voyez que l'institution est devenue synonyme de risque. L'institution, c'est un risque perçu, redouté pour ses usagers, qui redoutent ce qu'ils vont avoir à vivre, ce qu'ils vont avoir à traverser dans les institutions. L'institution est perçue comme un risque professionnel par ceux qui travaillent dedans. L'institution est perçue comme un risque de responsabilité pour ceux qui les dirigent, pour ceux qui les encadrent, pour ceux qui les administrent. L'institution est devenue le lieu du risque, alors que l'institution avait été pensée justement pour mettre à l'abri du risque. À la fin du XIXe siècle, dans un premier tiers du XXe siècle, les institutions avaient été pensées pour protéger. Elles avaient été pensées comme des remparts, justement, contre tout risque d'incursion extérieure, d'incursion de la société. C'était ce qu'elles étaient fondamentalement, de vouloir devenir ce lieu de sécurité et de protection contre les risques. Alors, je ne vous ferai pas l'offense aussi. Heureusement, là, nous parlons bien de notions de risque parce que nous sommes entre professionnels. Mais vous savez, comme tout le monde, que beaucoup de gens mélangent la notion de risque et de danger. Nous, professionnels du travail social, du secteur social, nous savons que c'est exactement l'inverse, que le risque, c'est le contraire du danger. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais vous savez que la caractéristique du danger, c'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est quelque chose qui survient, c'est quelque chose à quoi on n'est pas préparé. Et vous savez comme moi que le risque, c'est tout à fait l'inverse. C'est quelque chose auquel on se prépare, c'est quelque chose que l'on observe, c'est quelque chose à quoi on est sensible, c'est quelque chose qu'on examine, c'est quelque chose à quoi on se prépare. Vous voyez, le risque et le danger,
Pour nous, acteurs du secteur social, c'est relativement clair, cette distinction. Mais il faut bien voir que dans la société, cette distinction, elle n'est pas faite. Par rapport au public, à la population, aux médias, il y a une confusion permanente entre risque et danger. C'est pour ça que quand nous parlons de risque, eh bien, ça fait frémir, parce que ça peut être éventuellement perçu comme un danger, alors que c'est évidemment l'inverse. C'est parce que nous travaillons le risque que nous limitons et que nous évitons ou que nous avons des chances d'éviter le danger. Mais je vais revenir à ça. L'institution est devenue le lieu du risque. Il y a eu une inversion profonde dans la manière de faire du social, la manière de vivre le social et la manière de travailler le social. Et cela, d'où vient-il? Ça vient d'un changement complet dans le fonctionnement et dans les perspectives de notre société. Il y a encore 2 ou 3 générations, à partir de maintenant, il y avait notre société, comme d'autres, vivait la période des 30 glorieuses, vivait une période de progrès continu. Il y a 3 générations d'ici, tout le monde dans la société, quelle que soit sa place, quelle que soit sa classe sociale, était persuadé que l'avenir était synonyme de progrès. Nous en étions tous persuadés. Nous étions tous persuadés que l'avenir, quoi qu'il arrive, allait nous amener des progrès, y compris de bien-être, de confort, de sécurité, d'épanouissement au sein de la société. C'était une croyance unanimement partagée. Je reviens encore au-dessus. Il y a 2 ou 3 générations d'ici, nous étions tous persuadés que quelle que soit notre place dans la société, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, nous étions persuadés que nos enfants allaient connaître un avenir meilleur que le nôtre. Quoi qu'il arrive, nous en étions persuadés. Nous étions tous persuadés, il y a 2 ou 3 générations de maintenant, que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'était une absolue évidence. Évidence qui était vérifiée par la réalité du progrès social, du progrès matériel, du progrès humain et technologique qui pouvait modifier complètement notre société. Or, aujourd'hui, vous voyez un peu la mesure de l'inversion. Ce n'est pas seulement que nous sommes devenus pessimistes, c'est que nous sommes devenus exactement l'inverse de ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends mon exemple, nous sommes absolument tous persuadés que demain ça va être pire, que demain ça va être compliqué, que demain ça va être plus difficile, que demain ça va être incertain, que demain on ne sait pas ce qui va se passer. Vous voyez, ce renversement, il est total. On est passé d'une unanimité de perspectives heureuses à une unanimité de certitudes tristes. Il y a eu comme cela une véritable inversion. Et nous voudrions que ça n'ait pas d'influence sur la société, que ça n'ait pas d'influence sur l'état d'esprit des jeunes, que ça n'ait pas d'influence sur la manière de travailler des professionnels, sur leur crise de vocation éventuelle, sur leur motivation. Nous voudrions que ça n'ait pas d'influence dans nos choix personnels, dans nos choix existentiels, mais bien entendu que ça a une influence majeure, cette certitude. Or, nous n'en parlons quasiment pas. Elle fait tellement partie de notre quotidien, elle fait tellement partie de notre paysage que nous ne remarquons plus cette certitude du pire. Et cette certitude du pire, c'est la précarité. La précarité se distingue en effet, par exemple, d'un autre phénomène qui est celui de la pauvreté, dans le fait que la précarité, c'est une pente, on y glisse. Vous savez, la pauvreté, c'est un état, on peut le maîtriser, on peut en vivre, on peut le mobiliser. Le pauvre a peu, mais le pauvre possède le peu qu'il a. Et le peu qu'il a, il le gère, il sait quoi en faire. Et le peu qu'il a, il peut toujours en faire un peu plus. Le précaire, lui, parfois il a plus que le pauvre. On peut être cadre et précaire, vous le savez très bien. Le précaire, lui, a plus que le pauvre, mais par contre, il est débordé. Il est entraîné dans une spirale, ou plutôt entraîné sur une pente, où il perd en quelque sorte les pédales. Ce qui faisait dire à un psychiatre spécialiste de la très grande précarité qui s'appelle Jean Furtos, ce qui lui faisait dire que la différence qu'il y a entre un pauvre et un précaire, c'est que le pauvre, il a peu, mais que le précaire, il a peur. Vous voyez ? Peu,
peur. Et voilà ce qu'est cette société de la précarité dans laquelle nous sommes solidement installés pour longtemps. Voilà ce qu'elle est, c'est une société de la peur. C'est le gouvernement de la peur. Aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement, eh bien si on en a un, nous avons le gouvernement de la peur. Et je peux vous dire que ce gouvernement de la peur, il siège tous les jours. Tous les jours, il siège, tous les jours, il fait des lois, tous les jours, il fait des décrets, tous les jours, il transforme nos pratiques, tous les jours, il nous impacte. Le véritable gouvernement qui gouverne aujourd'hui, c'est celui de la peur. Et ça, c'est super important à comprendre quand on est professionnel du social, quand on est professionnel de l'éducatif, et même quand on est enseignant. Il se trouve que dans mon parcours professionnel, j'ai passé 18 années dans l'éducation nationale comme instituteur, prof d'école et directeur d'école. Et c'est extraordinaire, c'était déjà la précarisation qui était en cours, c'est extraordinaire comment une institution, comme par exemple l'éducation nationale, c'est le théâtre merveilleux de la peur. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Les parents ont peur de ce qui va se passer à l'école. Les enfants ont peur de ce qu'ils pourraient subir à l'école. Les enseignants ont peur des enfants qu'ils vont accueillir. Ils ont peur des parents des enfants qu'ils vont accueillir. Ils ont peur de la hiérarchie, enfin, ou ce qu'il en reste, qu'ils ont au-dessus d'eux. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur, et vous voyez un peu comment dysfonctionne une institution quand elle est gouvernée par la peur, par cette peur qui nous gouverne. D'où le fait que je salue absolument, je dirais, le thème même de la journée d'études que vous avez pris, c'est-à-dire de prendre la question du risque, parce que, vous l'aurez compris, le risque est le seul remède contre la peur. Celui qui risque quelque chose agit déjà contre sa peur et prend le contrôle sur sa peur. Prendre un risque, c'est sortir de la peur. Parce que, honnêtement, si j'ai peur, je ne prends pas de risque. C'est le seul fait que je prenne un risque signifie que déjà, je suis au-dessus de ma peur. Donc cette question de risque, elle me paraît assez importante. Et vous voyez que le risque, aujourd'hui, eh bien, il est intimement lié à des choses qui étaient censées nous protéger. J'en reviens à une autre notion qui est un peu similaire, la notion de cadre. Vous savez comme moi que le travail social a été pensé avec une idée de génie. L'idée de génie, c'était de dire, pour sortir du face-à-face stérile et violent entre le professionnel et le jeune, eh bien, nous n'allons pas être face à lui, nous allons le mettre dans un cadre. C'est-à-dire que moi, professionnel, je ne suis plus dans l'affrontement face au jeune en lui disant « tu fais pas ça », tu ne vas pas prendre ta douche, tu ne vas pas dans la chambre, ce n'est pas l'heure, tu n'auras pas ton argent de poche, pas maintenant, pas aujourd'hui. Je ne suis pas dans l'affrontement. Je suis sous la protection d'un cadre et ma posture est beaucoup plus confortable. Parce que du coup, ce que je dis aux jeunes, c'est « on ne peut pas. Ici, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. » Je rappelle le cadre. Je ne suis plus dans l'affrontement, je suis dans la récitation du cadre, la description du cadre, l'incantation au cadre. Et ça, nous, travailleurs sociaux, ça a été notre paradis. C'est ce qui faisait que notre travail, ça marchait. Parce qu'on n'était plus dans cet affrontement. On était ici, on ne court pas. Ici, on ne se bat pas. Ici, on ne vole pas. Vous voyez ? Mon pouvoir venait du cadre. Et ce cadre, il ne protégeait pas que les travailleurs sociaux, il protégeait tout le monde. Il suffisait que, dans les années 50, vous étiez instituteur dans une école, vous aviez votre blouse grise, et d'une certaine manière, vous étiez l'instituteur, forcément. On n'allait pas remettre en cause vos compétences, ni vos choix, ni ce que vous faisiez, ni vos méthodes, parce que l'instituteur, c'était vous, et pas les autres. Et qu'est-ce qui faisait de vous l'instituteur ? Le fait que vous étiez dans le cadre. Vous aviez la craie, la blouse, ça y est, vous étiez instituteur. Pareil, à l'hôpital, vous aviez éventuellement une blouse blanche ou rose et vous étiez infirmière ou infirmier. Vous voyez, l'hôpital vous conférait cette autorité. Vous voyez d'où venait l'autorité ? L'autorité venait du cadre. L'autorité était conférée par le cadre. Et d'une certaine manière, en tant qu'acteur social, je bénéficiais automatiquement de l'autorité du cadre dans lequel j'intervenais. Le simple fait d'y être me donnait
et me conférait de l'autorité. Vous savez, comme moi, que ça n'existe plus. C'est terminé. Non seulement le cadre ne me confère plus d'autorité, non seulement le cadre ne me garantit plus d'autorité, mais en plus, c'est moi qui dois venir en aide et au secours de l'autorité perdue du cadre. C'est-à-dire que ce cadre qui me portait, c'est maintenant moi qui le porte. Je porte le cadre tous les jours dans mon institution, dans ma structure. Je tente désespérément, du matin jusqu'au soir, de tenir le cadre. Ça nous parle, à nous, acteurs sociaux, tenir le cadre. On sait ce que c'est, tenir le cadre. Et on porte ce cadre, et putain, ce cadre, il pèse lourd. Il pèse de plus en plus lourd sur nos épaules, au point que nous devons sérieusement nous poser la question de le balancer ou pas, de nous en passer ou pas. Parce que ce cadre, qui était un facilitateur, est devenu aujourd'hui un élément extrêmement difficile et rendant les choses difficiles dans notre manière de travailler. C'est-à-dire, vous voyez que du coup, nos professions ont complètement éclaté. Elles ont complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons d'une certaine manière reconstruire et donner du sens à nos professions. Il n'est pas déjà là, le sens. Quand je rencontre un jeune, être un éducateur, c'est ce que je vais réussir à faire face à ce jeune-là. Et être éducateur n'aura du sens que si dans ma relation à lui, il va y avoir quelque chose qui donne du sens au fait que je suis éducateur. Le simple fait que je sois juste chargé de l'être, que je sois employé, salarié, ne crée pas ce sens. Il va falloir que je crée moi-même. De même qu'en tant qu'enseignant, dans ma classe, je savais, quand je travaillais à l'école, je savais que ma première tâche, c'était de donner du sens à l'école, parce que le sens n'était plus déjà là. Ma première tâche était de donner du sens à les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Pourquoi on est là tous ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et comment on va s'organiser? Et comment on va s'organiser pour le faire? Ma première tâche, c'était de construire le sens, parce que si je pars du principe que ce sens est un déjà là, si je pars du principe que ce sens est un prérequis et qu'il est déjà acquis, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Je vais passer mon temps à ramer. Il faut reconstruire ce sens. Aujourd'hui, nous, professionnels du secteur social, éducatif, même socio-culturel, nous sommes tentés par deux directions opposées. Une direction qui est d'une certaine manière proposée aussi par les réglementations qui pleuvent, une direction qui est proposée aussi par la pression sociale. La pression sociétale, c'est de juste appliquer des méthodes et des mesures, appliquer des réglementations. Je suis tenté, et je peux être tenté, de renoncer à l'ingénierie de mon métier, de renoncer au fait d'être le créateur de mon métier pour ne plus en être que le simple exécutant. Je peux être tenté de faire le strict minimum et de simplement exécuter mon métier. C'est ce qui crée la perte de sens de notre travail, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de turnover, c'est ce qui fait la crise vocationnelle que nous voyons à l'entrée des professions médico-socio-éducatives, c'est cette perte parfois consentie d'ingénierie sur nos professions et de dire que nous allons devenir, et nous sommes en train de devenir, les exécutants de notre propre travail, les OS. C'était ce que Jean-Pierre Stigler, un philosophe contemporain et assez atypique, appelait la prolétarisation des métiers. C'est-à-dire chaque travailleur perd la science de son travail et tend à ne plus être que l'exécutant de ses propres tâches. Ça, c'est la première tentation. Elle concerne une partie de notre secteur, une partie de nos collègues, une partie des institutions et des structures. L'autre option,
elle est évidemment de prendre le contre-pied et de, au contraire, endosser, réclamer, revendiquer l'ingénierie, l'affirmation de nos propres pratiques. Mettre en avant nos pratiques, les annoncer clairement, les théoriser, les faire connaître, communiquer dessus. C'est une manière de lutter contre le risque de précarisation des métiers du social. Je vous ai parlé de la peur et de la précarité, mais il y a évidemment un troisième terme qui vient de cette précarisation de la société, et ce troisième terme, c'est le sécuritaire. Le sécuritaire. Et ça a une histoire, le sécuritaire. Hein, souvenez-vous, je crois que c'était autour de 1997, je suis un peu vieux, excusez-moi, mais souvenez-vous, je crois que c'était autour de 1997, il y a eu à la fois tout un travail intéressant sur comment soutenir les familles. Ça a été le grand mouvement où on a commencé à parler de la parentalité, du soutien aux familles, et au même moment, on a commencé à parler de sécurité intérieure. Vous vous souvenez de l'invention de la sécurité intérieure ? Ça a une histoire, comme la précarité a une histoire, la sécurité intérieure a une histoire. Le concept d'incivilité a une histoire. Tous ces concepts-là sont nés, ont été créés, ont été fabriqués, ont été produits, ont été promus, ont été développés à des moments particuliers de notre histoire récente. Et vous voyez comment cette notion de sécurité intérieure a donné lieu à toute une généalogie de lois liberticides, de lois de sécurité intérieure, dont je ne ferai pas la liste, entre les Lofi, les Perben, les je ne sais quoi. Je n'en ferai pas la liste, les Sarkozy, voilà, je n'en ferai pas la liste, mais elle est énorme, 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 énorme. L'obsession du sécuritaire. L'obsession du sécuritaire nous a pris et nous a été infligée au moment même où la précarisation de notre société s'abattait sur nous. Et cette obsession du sécuritaire, elle est tout à fait logique. Des sociologues comme Loïc Vacan ou comme Laurent Mucchielli ont largement et très longtemps, dans de nombreux ouvrages et articles, montré le lien qu'il y a entre l'insécurité subie par les populations, par les gens, par les jeunes, et le sécuritaire qui est apporté comme une réponse à cette insécurité, et que le sécuritaire est une mauvaise réponse au véritable problème d'insécurité de notre société et de notre jeunesse, et comment l'obsession du sécuritaire vient combler, vient servir de cache-misère, vient nous occuper, vient attirer notre attention sur le fait que se détricotent nos véritables sécurités sociales. C'est Robert Castel décrivait également le même phénomène, c'est-à-dire quand il parle d'insécurité sociale, le sécuritaire est une réponse, une mauvaise réponse, mais une réponse obligée à l'insécurité sociale. Or, le sécuritaire a une particularité et une caractéristique. C'est que le sécuritaire ne fait jamais le constat de son propre échec. Plus vous faites du sécuritaire, et moins ça marche, et plus la conclusion qu'en retirent nos politiques, nos décideurs, nos médias, c'est qu'il en faut encore plus. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Plus les choses iront mal et plus le sécuritaire montrera son impasse, et plus nous dirons qu'il faut encore plus de sécuritaire. Vous connaissez le proverbe. Ceux qui disent que la violence, ça ne marche pas, c'est parce qu'ils n'ont pas tapé assez fort. Parce que ça devrait marcher. Il faut taper plus fort. Et le sécuritaire obéit à cette logique-là. Et vous savez, ça, c'est comme le concept du cadre. Tout à l'heure, je vous disais, le cadre ne fonctionne plus, c'est plus la peine de se cacher derrière le cadre. On peut même se demander si ça vaut la peine de tenir le cadre. C'est une question, en tout cas, que moi, je me pose. Mais vous voyez que, par contre, c'est jamais le constat qu'on en tire. Parce que dans une institution, quand le cadre est défaillant, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ça manque de cadre. Il faut remettre du cadre.
Il faut plus de cadres. Vous voyez, ce sont des constats avec injonction autoréalisatrice. Vous voyez, le sécuritaire est autoréalisateur. Il a une injonction autoréalisatrice, c'est-à-dire que le problème du sécuritaire, c'est que ça fait grandir la peur dans la société. Plus il y a de sécuritaire, et plus on a peur. Et plus on a peur, qu'est-ce qu'on veut? On veut du sécuritaire. Alors que les véritables insécurités, vous les connaissez. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la précarité dont je vous parle? La précarité, c'est l'insécurité. C'est la somme de toutes les insécurités que nous subissons. Et les insécurités, vous les connaissez parce que c'est les insécurités que subissent tous les jeunes que vous recevez. Et alors, ils ont la collection. Insécurité administrative, leur statut devant la loi, leur statut devant le droit de séjour, leur statut minorité-majorité. Insécurité administrative, insécurité sociale, pas un rond, pas de soutien, insécurité éducative, insécurité culturelle, insécurité, je vous laisse tout imaginer. Toutes les insécurités sont vécues par les jeunes dont nous nous occupons ou par les personnes ou les publics dont nous nous occupons et qui sont représentatifs de toutes les insécurités possibles. Et effectivement, la précarité, c'est ça. C'est la somme de toutes ces insécurités qui se combinent. Et le problème de la précarité, c'est que ça résiste au traitement. La précarité est une maladie qui résiste aux antibiotiques. Une personne précaire a plein de problèmes, des problèmes de logement, des problèmes d'insertion, des problèmes de niveau, des problèmes avec la justice, des problèmes éducatifs, des problèmes financiers, des problèmes administratifs, etc. Une personne précaire a plein de problèmes. En théorie, chacun de ces problèmes pourrait trouver une solution. D'ailleurs, on crée des institutions, on crée des mesures pour régler les problèmes un par un. Mais le problème avec la précarité, c'est que si vous traitez les problèmes un par un, tous les autres problèmes vont faire bloc pour faire échouer la solution que vous avez trouvée. Vous ne vous êtes focalisé que sur les problèmes d'insertion, vous allez trouver des solutions d'insertion, eh bien les problèmes de santé vont empêcher la personne de profiter de la solution que vous avez trouvée. Vous avez trouvé un problème, vous avez trouvé un travail, vous avez trouvé une solution au problème financier, eh bien des problèmes de responsabilité familiale vont mettre en échec la solution que vous avez trouvée. La précarité, en théorie, est constituée d'éléments qui sont tous solvables les uns séparément, mais le fait est que quand ces éléments sont rassemblés, eh bien, ils résistent. La seule manière d'agir contre la précarité, c'est d'avoir une intervention globale, généraliste, totale, qui prenne conjointement en ligne de compte l'ensemble des insécurités subies par un individu. Il faut travailler avec cette globalité des insécurités, avec cette globalité des problèmes, sans quoi on se condamne à la déception et à l'échec. Alors, également, dans ce que la précarité nous apprend aussi, il y a le cadre, l'insécurité, mais il y a également les questions de posture éducative et de pratique éducative et sociale. Tous nos métiers du social ont été lointainement pensés par les mouvements de l'éducation nouvelle et très lointainement pensés par un philosophe écrivain, Jean-Jacques Rousseau, qui a complètement théorisé l'idéal de l'éducation nouvelle. Que disait Rousseau? Il disait que l'erreur de la pédagogie traditionnelle, c'était le face-à-face. Que dans le face-à-face, l'individu, là, lui, parlait d'enseignement, et dans le face-à-face, le bénéficiaire résiste à l'action du professionnel. Et que disait Rousseau? Il disait que pour sortir de ce piège du face-à-face, le cadre,
eh bien, il fallait se mettre côte à côte. Et Rousseau a théorisé ce qui est la base de tous nos métiers, de tous nos secteurs, depuis le XVIIIe siècle, c'est l'idée de l'accompagnement. Vous voyez, les éducateurs, tous les travailleurs sociaux connaissent deux verbes de la langue française. Accueillir, accompagner. Vous leur retirez ces deux verbes, les rapports vont être maigres. Ça va être faible, on va perdre beaucoup de substance. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que ces deux verbes sont l'ADN, l'origine ancienne de nos vocations, de nos métiers. Nous sommes dans l'idée de l'accompagnement. Or, aujourd'hui, dans la société qui se précarise, accompagner ne suffit plus. Il ne faut pas accompagner, il faut rejoindre. Vous voyez la différence? Il ne faut pas accompagner, il faut rejoindre. Sortir de son institution, sortir de son cadre, sortir de son poste, pour aller rejoindre la personne là où elle est. Ce n'est plus du tout de l'accompagnement. Nos professions ont également extrêmement été modelées dans les années 1970, c'est-à-dire à une époque où la société n'était pas dans cette vague de précarisation, c'était avant le grand basculement qui date de la fin des années 70 justement. Eh bien, nos professions ont été modelées par la notion de distance, la distance éducative, la distance sociale, la distance d'avec le sujet. Et ça, c'était vraiment typique des années 70. Pourquoi? Parce qu'on avait une pensée psychanalytique qui était à ce moment-là extrêmement forte, qui déferlait, et qui justement mettait en avant le rôle central, le rôle fondateur, le rôle positif de cette distance. Et cette distance, elle pouvait se concevoir. Elle pouvait se concevoir dans une société où chacun avait sa place. Parce qu'à partir du moment où chacun a sa place dans la société, gardons nos places, gardons nos distances. Et vous voyez que là, la distance, elle avait du sens. Que faisait un travailleur social qui s'occupait de famille dans les années 70? Le problème, c'est que souvent, il continue encore aujourd'hui à faire la même chose. Beaucoup de travailleurs sociaux qui reçoivent des familles se posent des questions qui sont des questions des années 70. Est-ce que cette mère est en place de mère? Est-ce que cet enfant est en place d'enfant? Est-ce que ce père a une place? Vous voyez, je pense avec ce qu'on m'a appris. On m'a appris qu'il y avait des places pour tout. On m'a appris qu'il y avait des places pour chaque chose. On m'a appris qu'il y avait des places pour chacun. Et moi, travailleur social, je contrôle que les gens sont à leur place. Sauf que, mauvaise nouvelle, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc on a grandi, on vit en prenant la place qu'on peut. En prenant vraiment la place qu'on peut. C'est pas la nôtre, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, il n'y a plus de place. Alors je vais prendre la première place. Même si je suis la grande sœur, je vais jouer la mère, évidemment. Je prends la première place qui me vient. Et évidemment, je la prends. Et ce que nous devons nous interroger aujourd'hui, c'est comment nous changeons, je dirais, nos registres de manière de penser les choses. Non pas que c'était mauvais en soi. Toutes ces pratiques, toutes ces considérations avaient été éminemment respectables, elles étaient intéressantes, mais elles étaient liées à une époque, elles étaient liées à une société, elles étaient liées à un contexte qui n'est plus celui dans lequel nous nous mouvons aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas la place qui devrait nous préoccuper, mais le lien. Quel est le lien d'attachement je vais arriver à créer avec ce jeune, avec la personne accueillie, avec cette famille? Quel lien d'attachement je vais pouvoir créer? Vous voyez ce basculement, là où il y avait de la place, nous devrions venir au lien. Parce que notre société a besoin de liens, parce qu'il n'y a plus de place. Et ceci nous amène aussi à un autre changement sur la temporalité de nos actions. Nous, travailleurs sociaux, acteurs sociaux, nous avons le récit, le mythe fondateur
le modèle de travailler selon un temps à 3 périodes. 1, la rencontre. Je suis travailleur social, et vous voyez, c'est très fort dans nos récits, la rencontre. Hein, combien de textes, d'études de cas, combien de synthèses, réunions de synthèse, rapports, etc. commencent toujours par la rencontre. Je rencontre machin dans la salle à café, je le rencontre devant la grille, je le rencontre devant la poste, je le rencontre ici, je le rencontre là, je le rencontre dans le couloir de la salle de classe dont il a été mis à la porte. Vous savez, on a des mythes, nous, acteurs sociaux, travailleurs sociaux. 1, le mythe de la rencontre fondatrice. 2, l'accompagnement. Nous venons d'en parler. Et 3, je lâche la main. Il est reparti dans la société. Elle est repartie dans la société. Ils vont vivre heureux, ils auront beaucoup d'enfants. Hein, vous voyez, nous avons ce modèle inconscient. On n'en est pas responsable. Nous avons ce modèle inconscient d'un travail social et éducatif en 3 temps. Rencontre, accompagnement, séparation. Ils sont partis vers un meilleur avenir. Ils ont trouvé des solutions par eux-mêmes. Ils ont trouvé des solutions dans leur propre environnement. Bref, oui, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est la fin des contes de fées. Vous voyez, nous, travailleurs sociaux, nous avons été dressés pour ça. Pourquoi ? Parce que dans une société où il y avait de la place pour tout le monde, il pouvait en effet y avoir des prises en charge selon ces 3 temps-là. C'est-à-dire dans les années 70, tous les théoriciens du travail social parlaient des marginaux, parlaient des exclus. Hein, c'est-à-dire c'était un peu accidentel le marginal, l'exclu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je rencontre un exclu, je rencontre un marginal, et bien je vais le raccompagner dans la société. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la société ? Elle est bonne, la société. La société, une fois que je vais le raccompagner, eh bien, elle va le contenir, elle va le tenir et elle va l'épanouir. C'est ce que j'appelle le mythe de l'oisillon tombé du nid. Vous savez, quand on était enfant, cette expérience nous est à peu près arrivée à tous. Nous avons croisé un matin sur le chemin de l'école un petit oisillon qui était tombé du nid et nous nous sommes dit que le pauvre oisillon, fallait le remettre dans le nid. Ou alors qu'on pouvait l'élever, le mettre dans une boîte à chaussures avec du coton, lui donner je ne sais pas quoi, et qu'il allait vivre et devenir un oiseau. Déception, dans 99 cas sur 100, l'oisillon crève. Hein, et en fait, nous avons même beaucoup de mal. Et pourquoi il crève ? Parce que nous avons beaucoup de mal à imaginer qu'en vrai, l'oisillon n'est pas tombé du nid. C'est sa maman oiseau qui l'a foutu dehors du nid parce qu'il n'était pas viable. Et donc, du coup, ça, évidemment, c'est un peu dur quand on est enfant de comprendre ces choses-là. Mais vous voyez, pourtant, on croyait ça par rapport à la société. Les marginaux, les pauvres, les exclus, les pauvres, sont tombés de la société. Ils sont tombés accidentellement de la société. C'est pas de chance, c'est dommage. Mais du coup, nous allons les ramener dans la société. Et la société, comme elle est bonne, elle va les contenir et elle va les tenir. Alors, évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est que la société ne tient plus personne aujourd'hui. Elle ne contient plus personne aujourd'hui. Et que les personnes raccompagnées dans la société ne perdront pas trop de temps avant de s'en faire éjecter une nouvelle fois et très rapidement. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est changer la société. C'est la seule chose qui serait réellement efficace et qui aurait réellement du sens. C'est changer la société pour que justement elle puisse contenir tous ceux qu'elle devrait contenir et qu'elle arrête de produire à grande échelle de l'exclusion et de la marginalisation comme elle le fait de plus en plus vite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cette temporalité, je reviens aux pratiques professionnelles, nous devons questionner cette temporalité à 3 temps. C'est-à-dire de se dire rencontre, accompagnement, au revoir. Aujourd'hui, nous avons une temporalité à 4, 5, 6. Ce n'est plus une valse à 3 temps, c'est une valse à 1000 temps. Et ça met beaucoup de temps que nous avons aujourd'hui à faire dans nos pratiques éducatives, parce que ça ne peut plus se régler de cette manière-là. Hein, il va y avoir des rechutes, il va y avoir des échecs,
Vous savez, on est dans une société qui ne retient plus que le positif. Il faut positiver, nous devons avoir une pensée positive. J'ai vu que Gérard Néran vient de sortir un livre qui s'appelle Critique de la pensée positive. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air super intéressant. Mais je pense que c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que nous devons obligatoirement aller vers du positif. Or, l'être humain contient beaucoup de négatifs. Et le négatif a sa place. Le négatif a son rôle à jouer. Il faut beaucoup échouer pour réussir. Si vous voulez arrêter de fumer, vous n'allez pas arrêter la première fois. Vous allez échouer 10, 15 fois en essayant d'arrêter de fumer. Et pareil, pour plein d'autres addictions, la réalité, c'est que le négatif a son rôle. Le négatif a sa place. Et refuser de le voir, c'est se condamner à l'incompréhension de nos échecs. Alors que penser ce rôle du négatif nous permet d'élargir notre regard et de voir que même quand nous échouons apparemment, même quand les mesures échouent apparemment, eh bien, il se passe quelque chose qui est intéressant et qui est sans doute aussi sur le chemin d'un progrès ou d'un progrès futur. Il faut ouvrir notre vision à la question du négatif. Dernière chose, parce qu'après je vais commencer à être un peu long, dernière chose, la distance doit être remplacée par la proximité. La distance éducative dont je vous parlais, fondamentale du travailleur social, eh bien aujourd'hui, elle devrait pouvoir s'inverser en proximité. Ce n'est pas de distance éducative dont nous avons besoin, mais de proximité éducative. Et ces proximités, elles sont multiples. Je crois qu'on peut même les décliner. Il y a la proximité géographique. En pédagogie sociale, nous avons fait le choix de mener nos activités d'expression sociale, artistique, mais également nos activités alimentaires, sanitaires, directement là où vivent les gens. Dans les pieds d'immeubles, nous travaillons aussi dans les bidonvilles, nous travaillons aussi dans les hôtels sociaux. Et ce sont des activités régulières qu'on va vraiment réaliser dans le lieu de vie réel et ordinaire des personnes et des publics que nous souhaitons rejoindre. Ça, c'est un de nos fondements. La proximité géographique, à mon avis, est un essentiel du travail éducatif d'aujourd'hui. D'autres proximités, je vous ai parlé de la proximité affective, mais il y a aussi la proximité culturelle. Je ne peux pas travailler avec des enfants, des familles et des jeunes qui ont des origines du monde entier et ne pas m'intéresser à toute la diversité des influences dont ces personnes sont porteurs et porteuses. Je dis bien diversité parce qu'il n'y a jamais qu'une seule influence, il y en a toujours au contraire de multiples. Nous sommes des tours de Babel nous-mêmes et c'est intéressant de pouvoir explorer tout ça. Cette proximité culturelle me semble essentielle. Et enfin, la proximité politique. Je ne peux pas travailler avec des personnes, des groupes, des personnes ou des groupes qui sont victimes d'injustice, qui sont victimes de harcèlement administratif, qui sont victimes de politiques répressives, parfois même de violences policières exercées à leur encontre. Je ne peux pas être juste le témoin de ça et me dire que, bon, allez, c'est la vie, qu'est-ce que je peux en faire? Je ne peux au contraire que partager à ce moment-là également une proximité politique avec ce que les groupes et les personnes vers qui je m'adresse vivent aujourd'hui. Et je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'après ça va être trop. Je vous remercie.